Salutations Tedona, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 1028 de One Piece qui, je le rappelle, est dispo légalement et en français sur l'application de la Shueisha Manga Plus ainsi que sur le site Glénamax de Glénat en traduction française officielle et tout le tout team. Et oui, c'est la deuxième review de One Piece d'affilée. Est-ce qu'on est sur un début de rendez-vous hebdomadaire? Je ne sais pas, on verra jusqu'à tant que la passion dure, que je serai motivé à parler de One Piece. Mais là en ce moment je suis à fond dedans, donc j'en profite, j'en parle. Mais bien sûr, mais oui. Oui. Bon, malheureusement, ce n'est pas dans ce chapitre 1028 que nous aurons confirmation ou infirmation, je sais même pas si ça se dit, de ma fameuse théorie King Dent de lapin. Mais c'est pas grave, la confirmation arrivera bientôt, je le sens, parce que si j'ai raison sur ce coup-là, ça va être incroyable, voilà. Bon, il y a zéro chance que ça arrive, mais ça pourrait être incroyable, même deux croyables. Ouais, je fais des blagues, j'en ai rien à foutre. Mais en tout cas, ce chapitre nous a quand même bien ralasse, comme disent les jeunes. Ça se dit encore, ça, ou pas? Ouais, je suis vieux, oui. Alors cette semaine, on est sur un chapitre qui reprend peu ou prou la même structure que le chapitre précédent et qui a plus ou moins la même fonction, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de l'évente principale qui est quand même le duel au sommet entre Luffy qui s'est éveillé, j'ai envie de dire, au level empereur, level impérator, je sais pas pourquoi, en ce moment je regarde des vidéos Warhammer 40k, c'est pour ça que je suis là-dessus, face à Kaido, bien évidemment, donc le duel est cataclysmique, on se demande où ça va aller, on sent Kaido un peu chancelant, et Luffy qui reprend un peu du poil de la bête et qui a l'air de prendre, en tout cas ça augure qu'il va prendre le dessus, on verra bien. Donc on s'éloigne de ce conflit-là pour s'intéresser un petit peu à ce qui se passe autour, parce que je rappelle que One Piece, depuis un petit moment maintenant, est plus un récit choral que juste l'histoire de Luffy. Un récit choral, c'est-à-dire que ça suit plusieurs personnages en même temps, qu'il n'y a pas vraiment... il y a un personnage principal, bien sûr, mais tous les personnages sont aussi importants les uns que les autres, voilà, c'est ça que ça veut dire. Et donc on s'éloigne de ce conflit-là, parce qu'en fait, on est dans une nouvelle partie de l'arc, c'est-à-dire que la partie précédente, on a bouclé pas mal de sous-intrigues et de péripéties, et on prend le temps de s'éloigner du conflit principal pour réintroduire, introduire ou reprendre de nouvelles péripéties ou des péripéties qui avaient été laissées un peu de côté. À savoir, dans ce chapitre, le CP0 ou CPO, je sais pas comment on dit ça, et le combat Queen Sanji. Oui, dans un premier temps, on va s'intéresser au CPO. Il est vrai que personnellement, je me demandais bien ce qu'ils foutaient là depuis le début de l'arc. Enfin, j'avais bien compris qu'ils étaient là pour surveiller les bails entre Orochi et Kaido, mais je me demandais quel rôle ils allaient jouer dans cette histoire. Est-ce qu'ils allaient intervenir ou non? Alors on les voyait depuis le début de la bataille, compter les forces en présence et servir un peu de commentateur, servir un peu de liant entre les événements, pour nous expliquer où en était le conflit à plus grande échelle. Ils nous offraient jusque-là une vue d'ensemble et facilitaient nos compréhensions des différents événements qui s'entremêlent. Et dans ce chapitre, non seulement on apprend qu'ils sont aux ordres de Rob Lucci, mais en plus il leur donne la mission de capturer Nico Robin. Et là, je pense qu'on s'est tous dit, gars, tu dates de ouf en fait Voilà, et c'est l'occasion aussi de nous rappeler que Nico Robin a vraiment un rôle essentiel dans cette mythologie One Piece, dans cette histoire One Piece. Et il me semble, si ma mémoire est bonne, que cette affaire de Nico Robin était un peu passée sous le tapis. On avait un petit peu oublié à quel point elle était importante, non seulement pour l'équipage des chapeaux de paille, mais aussi pour le monde en général, pour la grande mission que s'est donnée Luffy. Le rôle de Nico Robin est essentiel. On avait un peu oublié ça, en tout cas moi j'avais un peu mis ça de côté, parce qu'on parlait pas trop de Nico Robin durant l'arc du Pays des Rois en fait. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas un peu revenue sur le devant de la scène, au centre de la vraie intrigue. En tout cas, si je me souviens bien, après je peux me tromper, oui. Et en même temps que ça, tu apprends que le gouvernement mondial, par sécurité, a décidé de finalement annexer le Pays des Rois, tout en sachant que dans le même temps, le gouvernement mondial donne la chasse aux 7 grands corsaires, parce qu'ils ont révoqué leurs privilèges, donc ils vont les arrêter. Et tu comprends que les enjeux de la bataille qui va se dérouler, qui est en train de se dérouler au Pays des Rois, dépassent largement les enjeux même du Pays des Rois en fait. Là on est quand même sur un conflit qui commence à prendre, on est à l'aune d'un conflit d'ampleur vraiment mondiale. Je veux dire, il y a toutes les forces en présence qui s'insèrent dans le conflit. Je veux dire, il manque plus que Shanks le Roux et la flotte plus ou moins officielle de Luffy qui traîne un peu partout, et t'as tout là en fait. Là, il peut vraiment y avoir une véritable dinguerie. Je veux dire,
on n'est qu'au début du bordel en fait. Là, tu sens que tu approches du dénouement, en fait tu dis, eh peut-être pas. Peut-être que les vraies dingueries sont même pas encore arrivées. Parce que là, ça commence à partir en sucette, mais dans le bon sens du terme. Alors là, j'ai envie de voir la suite. Là, il va se passer des dingueries. Oda n'avait pas menti là-dessus. Il avait dit, ouais, non, mais la bataille du pays des Wa, ça va être Marineford x10. Bah, en fait, on en est pas loin là. Ouais, il manque juste un vrai mort là. Il nous manque juste un vrai mort à la Ace pour accentuer le traumatisme. Ça sera peut-être Nico Robin. Je ne sais pas. J'en sais rien. Mais il va se passer des trucs, c'est sûr. On n'est pas prêt. Ensuite, nous avons le combat entre Sanji et Queen. Combat attendu, hein. Kaido à 2 secondes balèze, Luffy à 2 secondes balèze. Bon, hein, le match-up était évident, c'était évident. Le combat Queen-Sanji commence d'une façon un poil plus légère. Il y a de la vanne, il y a de la gaudriole, on rigole bien dans ce début de combat. Les différentes formes de Queen ont beau être sacrément balèzes, c'est quand même n'importe quoi. Je veux dire, la forme qu'il nous sort dans ce chapitre, je suis désolé, mais on dirait un gigachibre bien veineux, le bordel. Ah, ça me fait délirer, moi. Ça me met un peu mal à l'aise, mais ça me fait délirer. Sanji, qui dans ce chapitre semble commencer à s'éveiller sérieusement aux capacités des Vinsmoke. Alors si je me souviens bien, il me semble que Jude Vinsmoke ou je sais pas qui là, le père de Sanji, avait fait des expériences sur ces gamins pour leur faire des mutations génétiques, pour faire en sorte que ça devient des espèces de super guerriers méga balèzes de la mort qui tue, en plus de leur costume de Germa 66. Et que justement, ces mutations n'avaient pas pris sur Sanji, ce qui fait qu'il a été ostracisé, mis à l'écart par sa famille, ou même exilé par sa famille, voire renié par sa famille. À savoir que ses pouvoirs, a priori, ce serait un peu une espèce de résistance accrue, une solidité incroyable, genre les mecs sont à l'épreuve des balles, alors qu'en fait ils n'ont pas besoin de... Ils sont juste à l'épreuve des balles, et une capacité de régénération accrue elle aussi, en mode Wolverine, t'inquiète mon gars, T'inquiète, tu peux me couper ou me casser les os, il n'y a pas de souci, je me remets en place, hein, c'est ce qui se passe dans ce chapitre d'ailleurs. Oui. Et donc il semblerait que le fait qu'il ait déjà utilisé plusieurs fois sa tenue du Germa 66, son armure du Germa 66, qui lui donne le pouvoir de plus ou moins voler, de devenir invisible, et entre autres choses, et éveiller chez lui ces mutations dormantes, si on peut appeler ça comme ça, ces modifications génétiques dormantes, ces gènes de Vinsmoke. Et du coup, il n'est pas très jouasse, mais du coup, il est plus solide et en plus, il commence à se régénérer. Ce qui fait que le FC Sanji est en jouasse, parce que le gars a clairement un power-up de bâtard pour le coup. Oui, donc comme je le disais, le FC Sanji est un peu en feu et c'est bien normal parce que là, il a enfin un véritable power-up qui a l'air de durer dans le temps et qui est hors sa tenue du Germa 66 parce que c'est vrai que depuis quelque temps dans One Piece, on pouvait avoir l'impression que Sanji s'était un petit peu pris une distance en termes de level up et de puissance par rapport à un Zoro par exemple, tu vois. Et le fait que le power-up qu'il a eu dans cet arc, c'était juste par rapport à une tenue, c'était pas ouf, ça faisait juste accessoire. Et ça faisait pas trop Sanji d'avoir juste un accessoire. Donc là, le fait que du coup, Oda décide de un peu mettre ce côté Germa 66 de côté pour faire ressortir les gènes Vinsmoke et lui donner un véritable power-up physique, je trouve ça plutôt intéressant et très intelligent et très pertinent narrativement parlant. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Queen, c'est un scientifique qui a embrassé sa nature et l'a transcendée pour s'améliorer artificiellement. Et il combat Sanji, un mec qui rejette totalement une grande partie de son identité, de sa nature. Mais la partie qu'il a toujours rejetée fait son comeback et semble lui donner la clé de la victoire. Sanji va devoir accepter sa nature, la maîtriser et la transcender pour s'améliorer. Ce n'est pas que du power-up débile, il y a du sens, et moi, j'aime bien quand il y a du sens. Oui. Encore une fois, on est sur un très bon chapitre, il se passe pas spécialement de dinguerie, mais tu sens que le gars commence à mettre en place des nouvelles intrigues, des nouveaux enjeux, des nouvelles péripéties, et on sent plus en plus que ça avance, on ressent vraiment l'ambition démesurée de cet arc. Je veux dire, à l'échelle d'un arc de One Piece, c'est énorme, à l'échelle de One Piece tout entier, ça a l'air d'être vraiment énorme, parce qu'il y a toutes les forces en présence qui commencent à converger vers Wano. Là, ça commence à devenir une dinguerie dingodingue. Je pense qu'on n'est vraiment pas prêt. La question à se poser maintenant, c'est est-ce que Oda va réussir à assumer ses ambitions démesurées, c'est-à-dire à garder le cap, à garder une cohérence, une fluidité dans son récit, malgré tous les trucs qu'il essaye de mettre en jeu dans cet arc. C'est toute la question. En tout cas, pour l'instant, cet arc du pays des Wa, cet arc de Wano Kuni,
Je me régale, je m'amuse beaucoup. Franchement, je déconne pas, je m'éclate vraiment, il y a des trucs vraiment très sympas, je suis très curieux de voir la suite. Comme d'habitude, je te laisse le soin de me dire ce que tu as pensé de cette review, ce que ça pensait de ce chapitre en commentaire, de laisser un pouce bleu, de t'abonner, de partager à tous tes amis éventuellement. Aujourd'hui, je fais pas de théorie, parce que voilà, je m'y risque pas. On va d'abord attendre de voir si les dents de lapin ça se confirme. À partir de là, on va se lâcher. Si ça se confirme, si ça se confirme pas, bon, on sortira des théories à la con de temps en temps pour rigoler, mais on va pas prendre le game au sérieux non plus. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, et que la passion vous guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.